Bonjour à tous, bienvenue au cinquième webinaire du colloque Ecophyto, Recherche et Innovation. Donc, cette session s'intitule Macro-organismes, les frères ennemis. Donc, on va tout de suite commencer et je passe la parole à Thibaut Maloza qui va animer cette session. Bonne session. Merci Mariam. Diapo suivante. Donc, je suis chargé de faire cette petite introduction, donc avec tout d'abord deux rappels. Donc, je m'appelle Thibaut Maloza, je suis directeur de recherche à INRAE, et donc je commence par deux petits points. Donc, pour vous rappeler que ce webinaire numéro 5, il fait partie du colloque Ecophyto Recherche et Innovation 2021, qui se présente sous forme de 9 webinaires hebdomadaires et thématiques qui resituent et mettent en perspective les résultats de différents projets qui sont issus de 3 appels à projets lancés depuis 2014 par l'axe recherche et innovation du plan Ecophyto. On retrouve donc 3 appels. Un premier sur la contribution à l'essor du biocontrôle, dont le petit nom est PSPE2. Un second sur les notions de résistance et pesticides, dont le petit nom est Pesticides 2014. Et enfin, un troisième sur la mise au point de solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques dans les jardins, espaces végétalisés et infrastructures, les GEVI. Et donc, son petit nom est GEVI 2016. Animation suivante. Deuxième rappel, c'est donc sur l'axe recherche et innovation du plan Ecophyto, qui est organisateur de ce colloque. C'est un axe qui est copiloté par plusieurs ministères, tout comme le plan d'action Ecophyto, par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le ministère de la Transition écologique, le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Cet axe recherche, il s'appuie sur un comité qui s'appelle le CSORI, le Comité scientifique d'orientation, recherche et innovation, qui comprend 45 membres et dont je fais partie. Cet axe, il a pour objectif de mobiliser et structurer les différentes communautés de recherche et innovation, et puis spécifiquement de produire des connaissances et des outils qui vont contribuer aux objectifs du plan d'action Ecophyto. Et jusqu'à maintenant, cet axe a labellisé 150 projets et il correspond à un budget annuel d'environ 7 millions. Diapo suivante. Donc aujourd'hui, c'est le webinaire 5, donc comme disait Mariam, qui s'intitule Macro-organismes, les frères ennemis. Donc à l'ordre du jour, tout d'abord ma rapide introduction de quelques minutes. À la suite de ma rapide introduction, nous verrons des vidéos des 5 projets qui vous seront présentés aujourd'hui. Le premier projet qui s'appelle Rhizodia, le second Bioxide, le troisième Acarosol. Et entre chacun, il y aura une petite session de 5 minutes de questions. À la suite de cette restitution des projets, nous aurons le plaisir d'écouter 2 interventions d'invités témoins qui chacun auront une dizaine de minutes pour vous présenter quelques diapositives, suite à quoi nous aurons également pour chaque intervenant 5 minutes de questions-réponses. Et enfin, pour terminer la session, nous aurons une phase générale de questions-réponses de 5 minutes et une rapide conclusion à la fin qui sera présentée par Mariam. Diapo suivante. Avant de commencer, avant de voir les 3 projets, donc quelques petits détails pratico-pratiques. Donc, pour tout ce qui concerne les questions aux orateurs sur les projets ou pour Cécilia et Marc, donc tout doit se passer dans l'outil qui s'appelle QNR, questions-réponses de Zoom. En revanche, pour tout ce qui concerne des difficultés techniques, des questions techniques ou éventuellement des partages aussi de ressources complémentaires comme des documents, des liens, ça va dans l'outil chat de Zoom. Ensuite, 2 petites informations. La brochure du webinaire est également disponible avec un lien qui va vous être envoyé, tout comme les vidéos de tous les projets qui sont accessibles sur la chaîne YouTube du colloque. Voilà, donc Mariam est en train de vous partager ces liens. Et donc, écoutez, je vous propose de passer aux vidéos des projets.
Le projet Rhizodia concerne l'étude d'une méthode de régulation des cochenilles en culture de cassis par des lâchers de la coccinelle Rhizobus lofontae. Il a été mené par 5 partenaires, le CTIFL, la station La Morinière, la Chambre d'agriculture de Côte d'Or, l'INRA Sophie Antipolis et la société Copert. Il a bénéficié des financements de l'ONEMA, de l'AFIDEM, du GISFRI et d'Interfel. Le projet a été réalisé à la demande des professionnels de la filière cassis, qui se trouvaient confrontés depuis plus de 15 ans à une recrudescence des dégâts de la cochenille blanche du mûrier. Ce ravageur, qui est un piqueur-suceur, provoque par ses fonctions de sève des dessèchements de rameaux, avec des pertes importantes de rendement, pouvant aller jusqu'à l'arrachage de parcelles. Pseudolacaspis patagona est une cochenille diaspine, qui, comme toutes les diaspines, se caractérise par la présence d'un bouclier cireux qui la protège des agressions extérieures et la met notamment à l'abri des interventions insecticides. Par son développement en foyer et sa faible capacité de dispersion, c'est un candidat idéal à la lutte biologique par l'introduction d'auxiliaires. La station La Morinière s'est ainsi dirigée vers cette voie dès 2012, avec l'appui de l'INRA, en cherchant notamment à identifier des prédateurs intéressants contre cette cochenille. Le choix a fini par se porter vers Rhizobius lofontae, qui est une coccinelle coccidiphage spécifique des diaspines, vorace, capable de se développer sous des températures relativement basses, et qui présente surtout l'avantage de se multiplier aisément en conditions d'élevage, selon un protocole qui est aujourd'hui bien défini. Le projet Rhizodia a été réalisé de 2016 à 2018 sur la base des acquis de ses travaux antérieurs. Il présente l'originalité d'être mené sous la forme d'une expérimentation multisite, avec 5 sites en parcelles producteurs répartis sur les zones Val-de-Loire et Bourgogne, sur lesquels un même protocole sera appliqué sur les 3 années du projet. Sur chacun des sites, 2 parcelles sont choisies. La première sera dédiée à la méthode de protection par lâcher de l'auxinière. Elle sera désignée intro dans l'étude. La seconde, choisie pour être distante de plus de 500 mètres de la première, accueillera les modalités de référence. Une référence chimique avec application d'un traitement spécifique contre la cochenille après récolte, sous forme de chlorpyriphosméthyle, et une référence sans traitement spécifique contre la cochenille pour valoir de témoins non traités. Les lâchers de Rhizobius seront réalisés dans la parcelle d'introduction à 2 reprises dans l'année, sur chacune des périodes d'essaimage du ravageur, à raison de 30 points d'introduction à l'hectare et de 200 individus adultes apportés par point. Le conditionnement des coccinelles a pu être amélioré au cours du projet. Ils sont présentés aujourd'hui en sachets adaptés pour faciliter la manipulation et la pose, et mettre les coccinelles à l'abri des intempéries tout en leur permettant de s'échapper. Ce sont ainsi 5 000 à 6 000 individus qui sont lâchés à l'hectare, soit un coût de 2 000 € pour les coccinelles et de 25 € pour la pose pour une année de traitement, ce qui représente pour une culture comme le cassis 20 à 45% du produit brut, soit un coût très important. Face à ce coût élevé, il nous était important de pouvoir apporter des réponses sur 2 points. D'abord, démontrer si les lâchers de Rhizobius ont effectivement une efficacité sur la cochenille, puis chercher à réduire le coût de la méthode en observant si les Rhizobius introduits et leurs descendants sont capables de se pérenniser, notamment en réussissant à passer l'hiver. Pour observer si les lâchers de Rhizobius étaient effectivement capables d'une régulation sur les cochenilles, 2 indicateurs ont été utilisés. Des dénombrements de cochenilles effectués sur échantillons de rameaux pour calculer une densité de cochenilles par unité de surface, et une notation visuelle du degré d'infestation des buissons selon une échelle de notation. Si une réduction des populations de cochenilles était observée, il nous fallait pouvoir démontrer que celle-ci était bien en lien avec les Rhizobius introduits. Une collecte des coccinelles a donc été réalisée après chaque lâcher par frappage sur parapluie japonais. Et une partie des Rhizobius capturés a été utilisée pour la mise en œuvre d'un protocole de caractérisation génétique par séquençage de la portion du génome mitochondrial COI. En effet, si Rhizobius lofontae est originaire d'Australie, il existe déjà aujourd'hui des populations naturalisées sur notre territoire, et il nous fallait savoir si les Rhizobius capturés provenaient des lâchers ou des populations déjà établies. Il nous fallait aussi apprécier les capacités de survie hivernale des Rhizobius introduits, ce qui nous permettrait de ne pas venir refaire des lâchers chaque année et donc de réduire le coût de la méthode. La capacité des pontes hivernales à éclore a donc été observée en boîte d'émergence, et nous avons tenté de faciliter l'hivernation des Rhizobius par la pose d'abris, des fagots de bambou et des bandes cartonnées. Nous avons obtenu des résultats parfois encourageants, souvent ambigus et souvent contradictoires. Pour exemple, le graphique à l'écran présente l'évolution des populations de cochenilles
sur la base de l'indicateur de densité de cochenilles vivantes dénombré sur hameau comme une moyenne des 5 sites. Les flèches bleu marine correspondent à la modalité introduction sur laquelle, comme nous l'avons dit, 2 lâchers de l'auxiliaire sont réalisés sur l'année, et ceci chaque année. En flèche rouge, la référence chimique, et en vert, le témoin non traité. En année 1, nous avons obtenu des résultats très encourageants, puisque nous avons observé une réduction très significative des populations de cochenilles sur la zone des lâchers. En année 2, nous avons observé une raréfaction généralisée de la cochenille, tout à fait indépendante des modalités, et que nous n'avons pas pu expliquer par la piste climatique. En année 3, les cochenilles réapparaissent sur tous les sites, et une évolution spectaculaire du ravageur est observée sur les sites d'introduction. Ce qui donne un bilan très en défaveur de la méthode des lâchers, avec une augmentation significative dans la modalité introduction depuis le point zéro. Ceci alors que 30 000 individus ont été apportés et que 7 500 € ont été dépensés. Ces résultats ont été peu homogènes entre sites, peu cohérents entre indicateurs observés, et le lien entre l'évolution des cochenilles et les rhizobus introduites n'a pas été clairement établi. Et nous sommes en droit de nous demander ce que sont devenus les 84 000 coccinelles introduites sur la durée du projet, puisque seulement 749 seront capturées, avec un taux de capture qui est très faible et du même niveau entre sites d'introduction et sites de référence. La piste climatique, ou celle des calendriers phyto, que nous avons explorée pour tenter de clarifier ces incohérences, n'a pas apporté d'explication. En conclusion, si les lâchers de rhizobus semblent pouvoir avoir une certaine action intéressante contre la cochenille, les facteurs d'efficacité de la méthode sont aujourd'hui loin d'être maîtrisés. La capacité de survie hivernale des rhizobus d'élevage n'a pas été démontrée pour les zones Val-de-Loire et Bourgogne, et il n'est donc pas possible de compter sur une pérennisation naturelle des auxiliaires introduits pour réduire le coût de la méthode. Dans ces conditions, la méthode de protection a un coût aujourd'hui totalement prohibitif pour une application sur le terrain, et aucun déploiement de la méthode n'a pu être proposé aux producteurs de cassis. 3 matières actives étaient autorisées contre la cochenille au démarrage du projet, les huiles paraffiniques, le thiaclopride et le chlorpériphosméthyle. Le projet a confirmé l'efficacité très aléatoire de ces traitements chimiques, puisque globalement, peu de différences ont été observées entre références chimiques et témoins non traités. En 2021, seules les huiles sont autorisées. On a donc de fait une réduction de l'IFT chimique par évolution réglementaire et non par le fait du projet. Mais aujourd'hui, les producteurs de cassis restent dans l'impasse face à cette cochenille. Malgré les résultats décevants du projet Rhizodia, les professionnels du cassis n'ont pas souhaité abandonner totalement cette piste et un Rhizodia 2 a été lancé à l'issue du projet, avec de nouvelles hypothèses. Tester les lâchers en jeunes parcelles dès l'apparition des premiers foyers, en ciblant uniquement les foyers et en effectuant les lâchers uniquement sur le second essaimage, qui pourrait être le plus propice climatiquement. Ceci pour espérer réduire le coût de la méthode. Le transfert des résultats vers les producteurs de cassis s'est fait tout au long du projet via 3 groupes techniques, le groupe Petits Fruits Rouges animé par la Morinière, le GTN Petits Fruits animé par le CTIFL et la commission cassis de la FIDEM. Plusieurs publications ont été rédigées sur les résultats du projet. Notamment cette synthèse disponible en ligne dans le numéro 365 du magazine Info CTIFL, qui donne une présentation détaillée des résultats et quelques enseignements méthodologiques issus du projet. Je vous remercie de votre attention. Voilà donc pour ce premier projet. Et merci Maria-Martha. Et donc Maria-Martha est parmi nous et prête à répondre à vos questions. J'en ai déjà quelques-unes dans l'outil questions-réponses et n'oubliez pas, donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Donc une première question qui porte sur le prix de Rhizobus, Maria-Martha. Donc c'est le prix prohibitif de la solution de biocontrôle énoncé a-t-il des chances d'être le prix que paieraient les producteurs si la solution était déployée? D'abord, bonjour à tous. Et donc, cette question, évidemment, nous l'avons presque imaginée dès le départ, puisque c'était bien l'idée. Cette idée était bien de voir si la méthode fonctionnait et on avait espoir que si elle avait vraiment donné une efficacité nette et claire, on aurait pu la déployer et effectivement espérer faire baisser le prix des Rhizobus. Ceci dit, ce prix a quand même quelque chose d'incompressible puisqu'il dépend de l'élevage et
et faire l'élevage, on ne peut pas réduire le prix au maximum. On aurait pu imaginer, en tout cas c'est ce qu'on avait vu avec la société Ecopert, on aurait pu imaginer une réduction de moitié au moins du prix des rhizobius. Et on avait une autre voie que nous aurions pu explorer, en tout cas que si le projet avait été plus long, peut-être nous aurions été vers cette voie-là également, c'était exploiter non pas les rhizobius sous forme d'adultes, mais sous forme de larves, qui effectivement aurait pu aussi être une voie pour faire baisser ce prix. Ceci dit, cela posait aussi en plus des questions de viabilité au transport. C'était déjà pas acquis dès le départ que les coccinus, les rhizobius adultes puissent supporter facilement le transport. On a vérifié dans le projet que c'était le cas, que ça se passait très bien. Mais avec les larves, on avait encore moins de certitude. Et c'est des choses qui auraient pu être regardées dans une suite de projets, effectivement. D'accord. Merci. Après, j'ai quelques demandes de précision également. Rhizobius se développe-t-il aussi sur des cassis destinés à la production de bourgeons de cassis et non de fruits? Tout à fait, tout à fait. Okay. Rhizobius, il n'est pas dépendant des fruits, hein, donc il fait toute une partie de son cycle sur le végétal et certainement une partie hivernale dans des infructuosités des écorces. Donc oui, il n'y a la méthode aurait pu être déployée pour tous les types de débouchés du cassis. Ok. Une autre question du même type, est-ce que cet agent de biocontrôle est vendu aux particuliers? Ah, alors ça, je ne le sais pas, mais j'imagine que oui. Je n'en sais rien. Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas répondre. Ensuite, deux questions. Une première qui est sur l'interprétation des résultats. A-t-on des chances de penser que 2 lâchers était insuffisant? Alors, est-ce qu'il y a des raisons de penser que 2 lâchers était insuffisant? Alors, est-ce que c'était une question de dose? Ah, de dose, non. Alors, je dirais que ce n'est pas une question de dose. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai un petit peu dit dans la vidéo, les travaux qui ont été faits dans le projet Rhizodia ont vraiment démarré en s'appuyant sur ce qui avait été fait antérieurement par la morinière. Et donc, toutes ces questions de dose ont été traitées antérieurement. Alors, effectivement, la morinière avait commencé par des doses beaucoup plus élevées, jusqu'à arriver à cette dose-là qui semblait un bon compromis. Donc, au vu des résultats, on peut difficilement conclure que c'était la dose qui était en cause. Alors, on ne pouvait pas faire plus de 2 lâchers puisque les lâchers ne peuvent se faire que sur les essaimages, donc ça ne pouvait pas l'augmenter à ce niveau-là. Mais on ne pense pas que ce soit une question de dose. Très bien. Et 2 dernières questions. Alors, une m'apporte justement sur d'autres auxiliaires possibles. Est-ce que vous avez observé des parasitoïdes sur ces cochenilles de cassis, plutôt des hyménoptères, des guêpes parasitoïdes? Est-ce qu'on pourrait imaginer utiliser des guêpes parasitoïdes qui sont présentes sur d'autres cochenilles à bouclier sur celle-ci? Alors, je vais avoir du mal à répondre précisément au niveau vraiment technique, mais oui, effectivement, nous avons observé d'autres parasitoïdes. Hein, ils ont aussi également été caractérisés au niveau génétique, etc. Donc, oui, des guêpes, effectivement, et d'autres agents également. Alors, je ne sais pas répondre sur si on peut envisager de les utiliser, je ne sais pas. Il y a effectivement une limite, de toute façon, qu'il faut considérer, mais peut-être la personne qui pose la question a peut-être la réponse à ça, c'est les capacités d'élevage. Il faut effectivement avoir un auxiliaire qu'on puisse élever. Ça, c'est la première condition. Très bien. Et une toute dernière, donc, qui est là plutôt sur les perspectives et de la curiosité sur le Rhizodia 2. Y a-t-il quelques résultats prometteurs sur le projet qui a suivi? Alors, le projet qui a suivi est donc fait non pas par CTFL, mais vraiment par la morinière. Il a démarré effectivement. Je pense qu'il y a 2 années de projet déjà réalisés. Et à nouveau, les expérimentateurs sont confrontés aux mêmes incertitudes par rapport aux résultats, puisqu'à nouveau, une année, la cochenille est là, une année, elle n'y est plus, et on a de toute façon des résultats contradictoires. Et un autre point, c'est que aussi bien dans ce deuxième projet, le but était de réduire le coût de la méthode et en fait, le coût des coccinelles a augmenté par le fait du fournisseur, hein, tout simplement. Je veux dire, voilà, c'est pas la méthode qui a fait que c'est augmenté. Et donc, les résultats, pour l'instant, ne sont pas plus prometteurs que le premier Rhizodia, malheureusement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Maria Marta. Et puis, nous allons passer donc au second projet. Bonjour à tous.
Je m'appelle Nicolas Boroviec, je travaille à l'INRA de Sophia Antipolis, dans l'unité Institut Sophia Agrobiotech. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Bioxide, lutte biologique contre le carpocaps des pommes, Cydia pomonella, un projet financé dans le cadre de l'appel à projet PSPE2. D'abord, quelques éléments de contexte. Donc, le carpocaps des pommes, Cydia pomonella, est un lépidoptère appartenant à la famille des tortricidés. Il présente 2 à 3 générations par an, avec un début de 4e génération observé en Méditerranée depuis quelques années. Bien que cet insecte soit présent en France et en Europe depuis plusieurs décennies, on suppose que son origine est l'Asie centrale. Ce ravageur impacte significativement plusieurs cultures, mais principalement la pomme et la noix. À titre d'exemple, le carpocaps est responsable de 30 à 40% des traitements insecticides qui sont réalisés en pomme. De plus, cet insecte présente une capacité de résistance aux insecticides et aux bioinsecticides en constante augmentation ces dernières années. Au-delà des méthodes de contrôle qui font intervenir des traitements insecticides, il existe différentes méthodes de biocontrôle pour lutter contre ce ravageur, mais leur utilisation et leur efficacité restent limitées. C'est pourquoi il y a une nécessité de compléter les méthodes de gestion existantes pour lutter contre ce ravageur. Les objectifs du projet Bioxide étaient donc d'évaluer 2 méthodes de lutte biologique à l'aide de macro-organismes. Donc une première méthode de lutte biologique, qui était une lutte biologique par augmentation à l'aide de parasitoïdes oophages du genre Trichogramma, donc avec plusieurs tâches. Donc une première tâche qui était le screening de la biodiversité des trichogrammes dans et autour des vergers. Ensuite, la caractérisation moléculaire de ces souches, populations, espèces collectées. Puis, si possible, l'introduction sur le terrain de ces souches d'intérêt et leur évaluation dans le contrôle du carpocaps des pommes. Et une deuxième méthodologie, qui était la lutte biologique par acclimatation à l'aide du parasitoïde exotique Mastrus ridens, avec ici aussi plusieurs tâches. Donc, tout d'abord, l'importation de souches d'élevage de Mastrus ridens et la mise au point des élevages en quarantaine. La caractérisation phénotypique fine de certains traits biologiques de Mastrus ridens, et en particulier sa spécificité d'hôte, le dépôt d'un dossier de demande d'introduction dans l'environnement, puis, si possible, l'évaluation terrain de Mastrus ridens. Donc, en termes de résultats, et concernant le volet parasitoïde oophage, donc il y a eu un gros effort d'échantillonnage qui a été réalisé dans différents contextes agronomiques, donc des cultures hôtes de Cydia pomonella, soit cultivées, soit non cultivées, et avec à chaque fois des expositions d'œufs sentinelles pour justement vérifier la biodiversité des trichogrammes qui étaient associés à ces niches écologiques. Donc le premier résultat qu'on peut voir, c'est qu'on a obtenu un taux de collecte globalement faible, avec des pourcentages de capture de trichogrammes qui étaient très faibles, qui s'échelonnaient de 0 en poirier cultivé jusqu'à un maximum de 15% en cognacier. Ensuite, ce qu'on a pu observer, c'est que dans tous ces endroits en France et dans tous ces contextes agronomiques, les principales espèces de trichogrammes qui ont été retrouvées sur les hôtes du carpocaps des pommes sont toutes, ou presque toutes, des espèces communes et généralistes, comme par exemple Trichogramma cassessier ou Trichogramma evanescens. Il n'y a qu'une seule espèce, qu'on a appelée Miss G, qui a été exclusivement retrouvée sur pommiers cultivés. Malheureusement, sa caractérisation taxonomique est encore en cours. Donc on ne sait pas à quelle espèce on a affaire. Donc au vu de tous ces résultats, la potentialité d'identifier des souches d'intérêt pour les introduire sur le terrain et les évaluer sur le terrain nous a semblé peu pertinente, et on a donc décidé de s'arrêter à ce niveau-là sur cet aspect lutte biologique par augmentation. En ce qui concerne la lutte biologique par acclimatation à l'aide de Mastrus ridens, donc on a d'abord commencé par obtenir l'autorisation d'importation de Mastrus ridens en milieu confiné, donc dans une quarantaine qui est située à l'INRA de Sophia Antipolis. Ensuite, nous avons importé des souches d'élevage et ou de populations sauvages. Donc pour cela, on est d'abord allé en 2015 en Nouvelle-Zélande dans un laboratoire qui possédait une souche d'élevage de Mastrus ridens, et on a importé des individus
de cet élevage à l'INRA et de Sofia. Ensuite, en 2016, on a fait pareil, mais avec une souche d'élevage qui était présente dans un laboratoire au Chili. Et ensuite, en 2018, on a effectué des prospections au Kazakhstan et on a ramené des individus sauvages dans notre quarantaine à Sofia Antipolis. Ensuite, donc après avoir mis en place les élevages de ce parasitoïde, on a pu compléter les tests de spécificité qui avaient déjà été effectués par ailleurs dans d'autres pays. En effet, Mastrus ridens a déjà été introduit dans d'autres pays pour lutter contre le carpocaps des pommes. Donc, il a été introduit aux États-Unis, en Argentine, au Chili, en Nouvelle-Zélande, en Australie, etc. Et à chaque fois, ces pays ont effectué des tests de spécificité pour préciser le spectre d'hôte de Mastrus ridens. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complété ces tests avec des espèces européennes de lépidoptères qui étaient plus ou moins proches phylogénétiquement de Cydia pomonella et qui partageaient ou pas des plantes hôtes avec le carpocaps des pommes. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'à part une exception, donc qui est Cydia nigricana, sur lequel on a réussi à forcer Mastrus à pondre, même si c'est à des niveaux de parasitisme qui étaient significativement plus faibles que sur le carpocaps, globalement, Mastrus présente une très bonne spécificité pour le carpocaps des pommes. Donc, au vu de tous ces résultats, on a décidé de poursuivre cette méthode de lutte biologique par acclimatation et on a déposé un dossier de demande d'introduction dans l'environnement qui a été validé par l'ANSES et ensuite, en mai 2017, on a obtenu l'arrêté d'autorisation d'introduction dans l'environnement de Mastrus ridens. Ensuite, on a recherché des financements complémentaires pour passer en phase d'évaluation terrain, donc ce qui a été un peu compliqué. On a réussi à obtenir un petit financement complémentaire dans le cadre d'un projet européen à Pitry, qui nous a permis de faire une première introduction de terrain de Mastrus ridens dans la région d'Avignon durant l'été 2018. Donc en ce qui concerne la contribution de ce projet aux enjeux éco-phyto, donc là je vais me focaliser que sur la lutte biologique par acclimatation à l'aide de Mastrus ridens. Donc évidemment, la possibilité d'introduction de Mastrus ridens en France, c'est une très bonne perspective pour réduire les IFT. En effet, l'établissement permanent de Mastrus ridens et sa dispersion naturelle permettraient, au moins en partie, de réguler durablement les populations de carpocaps, à la fois dans les zones de production, mais également dans les zones non gérées. Et en cas de succès, on disposerait donc d'un nouveau service écosystémique de régulation du carpocaps, qui serait en plus gratuit, entre guillemets, pour les producteurs concernés. Toutefois, cela nécessite une évaluation multisite et pluriannuelle et donc l'acquisition de financements suffisants. La faisabilité d'intégrer cette méthode dans les itinéraires de production devra également faire l'objet d'une évaluation précise. En termes de valorisation, on a fait différentes productions, donc à la fois des documents techniques, on a publié des articles dans des revues spécialisées et également publié des articles dans des revues scientifiques internationales. En termes de perspective, à la suite de ce projet, on a pu passer en phase d'évaluation terrain de Mastrus ridens. Donc pour cela, on a obtenu un financement France Agrimaire pour un projet Bioxyde Mastrus qui a démarré en 2019 et qui se clôturera l'année prochaine, donc avec différents partenaires, donc l'INRA et puis certains partenaires agronomiques, et dont les objectifs majeurs sont d'introduire et d'acclimater Mastrus ridens en France pour améliorer le contrôle du carpocaps, mais aussi d'étudier et de comprendre certains facteurs potentiellement liés au succès d'établissement de Mastrus ridens, donc à la fois l'influence de la structuration du paysage et l'impact de la diversité génétique sur l'établissement de Mastrus ridens. Donc pour cela, on a un dispositif assez complexe, avec beaucoup de sites, tous menés en agriculture biologique, espacés d'au moins 10 km entre les deux, beaucoup de vergers de pommiers, mais pas que, et une cartographie des abords de la parcelle pour bien préciser le rôle du paysage dans la dispersion de Mastrus ridens. Les lâchers sont effectués de fin août à mi-octobre, selon différentes modalités de diversité génétique, mais aussi de nombre de femelles introduites, et les échantillonnages consistent en des dépôts de bancs de pièges, mais aussi en l'exposition de larves sentinelles et l'utilisation de pièges phéromones. Donc les premiers résultats préliminaires de ce projet, donc après 3 campagnes d'introduction,
Donc on a pu réaliser 57 introductions de Mastrus ridens sur le terrain, donc avec 42 en pommes de table, 11 en pommes à cidre et 4 en noyer. Et ces différents lâchers ont été réalisés selon différentes modalités. Et donc notamment, on voit qu'on a 40 sites, enfin 42 sites qui ont été réalisés avec une modalité de grande diversité génétique et un nombre d'individus de 200 femelles par lâcher. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'on a recapturé Mastrus sur la moitié des sites échantillonnés et qu'il a été recapturé dans différents contextes pédoclimatiques et ou agronomiques. Toutefois, mais compte tenu du fait que les premiers lâchers ont été réalisés récemment, la probabilité de recapture demeure toujours faible, compte tenu de la dilution de la ressource dans le paysage. Donc cela va nécessiter un suivi long pour pouvoir permettre une évaluation fine des potentialités de régulation et d'une intégration optimale de cette méthode de lutte biologique dans les itinéraires techniques. Voilà. Enfin, je voudrais juste terminer sur une diapo qui présente les collaborations Mastrus, donc que ce soit donc en France, avec différentes unités INRA impliquées, des partenaires agronomiques, mais aussi à l'international, donc avec l'Université du Chili, le Plant and Food Research en Nouvelle-Zélande, AgroShield au Kazakhstan, mais également des muséums, donc à Vienne et en Écosse. Voilà, je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci Nicolas. Donc, pour ce projet Bioxide, donc Nicolas est disponible pour répondre à vos questions. N'oubliez pas l'outil questions-réponses. Et donc, je vais commencer pour l'instant. J'en ai 6 pour toi, Nicolas. Première question technique. Les œufs déposés étaient-ils des œufs de Cydia pomonella ou des œufs d'une autre espèce? Alors, du coup, bon, alors j'étais pas responsable de la partie trichogramme, moi j'ai encadré surtout la partie Mastrus, donc je parle sous contrôle de mes collègues qui sont pas là, du coup. Mais donc a priori, je pense que les pièges, les échantillonnages des trichogrammes ont été réalisés grâce à l'exposition d'œufs d'Hephaestia cuniella. Donc je pense qu'il y a eu des tests qui ont été faits pour exposer des œufs de Carpocaps. Mais ça n'a pas été très concluant, notamment probablement parce que c'est beaucoup moins facile à produire que les œufs d'Hephaestia. Donc ça a été principalement avec des œufs d'Hephaestia. Ce qui explique sans doute aussi pourquoi on a récupéré plutôt des espèces communes et généralistes. Merci. Une deuxième question à laquelle tu ne vas sans doute pas pouvoir répondre, donc tu as le droit de le dire. Quelle quantité de sentinelles avez-vous exposées par parcelle? Non, ça je ne saurais pas non plus. C'est des bandelettes qui contiennent plusieurs centaines d'œufs de papillons, mais après savoir combien il y avait de bandelettes exposées directement sur le terrain, ça je ne saurais pas dire par contre. Très bien, merci. Deux questions là qui sont plutôt sur le suivi post-lâché de Mastrus ridens. Donc, tu disais dans ton topo qu'il y avait un taux de recapture d'à peu près 50% sur 50% des sites. C'est ça? Et c'est après combien de temps? C'est après 1 an. Après 1 an. D'accord. Okay. Et que sur une partie du dispositif, en fait. Donc, ce chiffre, alors, il est plutôt pas mal. Enfin, nous, on le trouve plutôt pas mal. Après, on a obtenu ce chiffre de 50% de recapture sur une quinzaine de sites échantillonnés. Donc, on n'avait pas encore rééchantillonné tous les sites. Parce qu'en fait, on rééchantillonne pas tous les sites 1 an après. Sur certains sites, on préfère attendre 2 ans avant de rééchantillonner, notamment pour laisser le temps aux populations de Mastrus de s'accroître. Donc voilà, et ça, c'était des chiffres qui datent de l'année dernière, parce qu'on vient juste de finir la campagne 2021 de recapture. Donc là, cette année, on a fait des échantillonnages post-lâchés sur une quarantaine de sites, je pense. Donc on aura une vision un peu plus précise de notre capacité à recapturer Mastrus. Et sur ces sites, oui, c'était des recaptures 1 an après. Donc il y avait passage de l'hiver. Donc on sait que Mastrus, il n'y a pas de diapause comme le carpo, il n'y a pas de vraie diapause, mais voilà, il est capable de passer l'hiver en allongeant son cycle. Et justement, en fait, comme c'est un parasitoïde qui s'attaque au concon et qui est le stade qui est diaposant chez le Carpocaps, en fait, il y a un vrai intérêt de Mastrus ridens à pouvoir parasiter les carpos diaposants, donc ils sont au bon stade entre le mois de septembre et le mois d'avril,
globalement, hein, sachant que Mastrus, à partir d'une température extérieure de 14 degrés, il est capable de pondre dans les hôtes. Très bien, merci. J'ai beaucoup de questions. Alors, une concernant les effets non intentionnels. Donc, il s'agit donc là de lutte biologique par acclimatation, lutte biologique classique, donc avec importation d'espèces exotiques. Comment être sûr que cela ne produira pas un déséquilibre dans les communautés autochtones d'invertébrés? Donc, vaste question. Marc Kennis, tout à l'heure, nous en parlera aussi, donc pas besoin de forcément avoir une Oui, réponse je ne vais exhaustive. pas Mais rentrer dans le détail, hein. Après, c'est toujours difficile et puis le risque zéro n'existe pas, hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire des études au laboratoire ou dans des conditions semi-naturelles pour vérifier certains critères particuliers, hein. Et puis, il faut savoir ou rappeler en tout cas que le critère qui prévaut en lutte biologique par acclimatation, c'est pas l'efficacité de l'auxiliaire, c'est sa spécificité, en fait. Donc, il faut absolument qu'on introduise un auxiliaire qui est le plus spécifique possible. Et ensuite, après, on fait quand même des suivis sur le terrain et avant autorisation, il y a quand même toute une évaluation de risque qui est faite avec un dossier en se basant sur les études qu'on a fait nous-mêmes au laboratoire et sur les études qui ont été faites par ailleurs pour tenir compte de ces risques et de la balance coût-bénéfice liée à cette introduction. Très bien. Alors, une autre question là qui concerne plus l'intégration de la méthode, si elle était déployée. Est-ce que cette méthode de lutte biologique par acclimatation est incompatible ou compatible avec d'autres méthodes de lutte contre Cydia pomonella? Alors des méthodes de lutte, oui, déjà les traitements phytosanitaires, on se doute que ça risque d'être très incompatible, hein. Donc on a fait un peu des études d'écotox sur quelques produits et on va continuer ça, hein. Mais bon, par exemple, même si on s'en doutait, le spinosade, c'est très 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 toxique pour Mastrus et c'est pas vraiment compatible avec le maintien des Mastrus dans une parcelle. Après, voilà, il y a beaucoup de méthodes de lutte contre le carpo, hein. Donc, par exemple, la carpovirusine, c'est compatible, hein, parce que ça attaque les larves avant qu'elles soient en cocon. Donc, alors que Mastrus, lui, attaque les larves en cocon. Enfin, tout ça, c'est quelque chose qu'on réfléchit. On est encore un peu trop en amont là pour l'instant. Il faut vraiment qu'on ait retrouvé Mastrus sur pas mal de parcelles et qu'on commence à voir les populations de Mastrus augmenter, pour qu'on puisse ensuite faire des recommandations pour bien inclure cette méthode dans les itinéraires de production. Très bien. Écoutez, pour pas prendre trop de retard, je vous propose d'arrêter là pour ce projet-là et on va répondre du coup directement dans l'outil pour les autres questions. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Et donc, on peut passer maintenant au troisième projet. Bonjour, je suis Marie-Stéphane Tixier, je suis professeure à Montpellier-Supagro et je vais vous présenter aujourd'hui le projet Acarosol qui portait sur le contrôle biologique d'acariens ravageurs des solanacées et notamment des tomates. Ce projet comprenait plusieurs partenaires, donc Montpellier-Supagro, l'INRAE, le CTFL, la Sonito et l'entreprise privée Copert. La tomate est attaquée par différentes espèces d'acariens ravageurs. Une des plus problématiques est l'agent de la cariose bronzée, donc un aériophyte, qui s'appelle Aculops lycopersicii. D'autres espèces d'acariens, notamment Tetranicus urticea et Tetranicus evensi, sont aussi problématiques sur la tomate. Un des principaux enjeux du contrôle de ces ravageurs est le développement d'une lutte biologique efficace. En effet, pour l'instant, l'ensemble des essais avec des acariens prédateurs de la famille des phytocéides commercialisés partout dans le monde se sont soldés par des échecs. Pourquoi? Parce que les trichomes sur les feuilles et les tiges des plants de tomates empêchent le développement et la dispersion de ces acariens prédateurs et donc le contrôle et la consommation de leur proie sur la tomate. Ainsi, le projet Acarosol avait pour objectif de rechercher ces prédateurs et des prédateurs efficaces. Ce projet a été divisé en plusieurs parties. Donc, dans une première partie, nous nous sommes intéressés aux espèces de phytocéides présentes sur des solanacées en réalisant des collectes pour faire des inventaires. Puis ensuite, nous avons identifié à partir de ces collectes quelques espèces majoritaires, les plus fréquemment rencontrées, et nous avons réalisé sur ces espèces des tests biologiques en laboratoire pour sélectionner des espèces et des populations qui devaient ensuite être élevées en masse par Copert pour réaliser des essais d'introduction inondative en serre. En parallèle, avec la Sonito, nous avons aussi réalisé des échantillonnages dans des parcelles plein champ
dans les parcelles et aussi en bordure pour caractériser finalement la faune de phytocéides, donc de prédateurs potentiellement présents dans les bordures de parcelles de tomates en plein champ. Au cours du projet, nous avons eu certaines difficultés, notamment pour réaliser les élevages de masse, ce qui nous a poussé à abandonner finalement cette dernière partie. Nous n'avons cependant pas abandonné totalement, mais avons réfléchi à une alternative. Et l'alternative que nous avons trouvée, c'est de réaliser des lâchers de phytocéides par l'intermédiaire de branches de menthe dans des essais en serre. Alors pourquoi des menthes et pourquoi des branches de menthe? Parce que nous avons trouvé, lors des inventaires et des collectes, que l'espèce qui avait été sélectionnée pour les tests biologiques en laboratoire était présente de façon importante, en fréquence mais aussi à quantité, sur des menthes et notamment une espèce de menthe particulière. Donc nous nous sommes donc rabattus sur cette stratégie de lâcher, pas complètement avec des élevages de masse, mais avec des phytocéides qui étaient présents naturellement sur ces menthes. Je vais donc vous présenter maintenant les principaux résultats que nous avons obtenus. Donc tout d'abord pour les collectes et les inventaires, nous avons trouvé une espèce particulièrement présente et fréquente dans les échantillonnages. Cette espèce, elle s'appelle Typhodromus anthoceus requi. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que cette espèce a été trouvée sur les tomates en plein champ, donc lors des inventaires que nous avons réalisés avec la Sonito, mais aussi dans les bordures de parcelles de tomates, donc une espèce naturellement présente dans l'environnement et endémique d'Europe. Dans un deuxième temps, nous avons réalisé des essais biologiques en laboratoire, notamment en donnant à manger à cette espèce plusieurs espèces d'acariens ravageurs. Et nous nous sommes aperçus, par exemple, comme on peut le voir sur le tableau, que cette espèce était capable de consommer en quantité assez importante des œufs de Tetranicus urticé et en quantité aussi importante qu'une espèce de référence qui est Neocellus californicus, commercialisé pour lutter contre les ravageurs acariens de la tomate ou d'autres espèces. Nous nous sommes aussi intéressés au développement de cette espèce de prédateur lorsqu'on lui donnait à manger Tetranicus urticé et Aculops salicopersicii, donc l'agent causant la cariose bronzée de la tomate. Et là encore, on avait des résultats plutôt satisfaisants avec, comme vous le voyez sur le tableau, en fait des fécondités plutôt bonnes, on va dire, pour cet acarien prédateur qui est généraliste et pas spécialiste comme on peut le trouver par exemple pour Phytocellus persimilis. Donc les tests biologiques donnaient déjà en laboratoire des résultats satisfaisants en termes de consommation de proie et de développement de cet acarien prédateur. Donc suite à ces résultats, nous avons, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, réalisé des lâchers dans des serres expérimentales à l'aide de branches de menthe contenant des prédateurs. Donc 2 branches de menthe ont été déposées sur des plants de tomates et chaque branche contenait 30 à 50 prédateurs. Et vous voyez sur le graphique l'efficacité lorsqu'on a des lâchers de requi par rapport au contrôle témoin, d'accord, donc là où on n'avait pas réalisé de lâcher. Donc on voit très bien sur cette diapositive que le niveau de dégâts engendrés par Aculops salicopersicii est moindre dans la modalité où le prédateur a été lâché. Et ça s'illustre par les photos que vous avez en bas à droite de la diapositive, où on a des différentiels très nets entre les modalités témoins, donc sans lâcher, et les modalités où des lâchers de Typhodromus anthoceus requi ont été réalisés. Donc ceci montre une efficacité des lâchers par l'intermédiaire des branches de menthe. Les résultats obtenus contribuent fortement aux enjeux d'écophyto et de réduction finalement de l'utilisation de pesticides, notamment d'acaricides, puisque c'est la première fois qu'on trouvait une alternative biologique efficace contre Aculops salicopersicii, et ceci non seulement en France mais aussi dans le monde. Ce prédateur est généraliste, donc il consomme évidemment, comme on l'a pu le voir, des acariens, tétraniques etériophides, mais aussi il constitue un potentiel plus important puisqu'il serait potentiellement possible pour lui de consommer d'autres proies et d'autres ravageurs. Les enjeux derrière, c'est évidemment, comme je l'ai dit, la diminution des pesticides et des acaricides, mais aussi d'insecticides si on touche au-delà de proies qui sont des acariens ravageurs. Et ce projet et les résultats de ce projet ouvrent aussi des perspectives importantes et intéressantes en termes d'approche agroécologique, puisqu'on a montré que des lâchers de feuilles de menthe pouvaient être efficaces
Donc ça veut dire que si on élève, ou si les agriculteurs arrivent à élever ce prédateur sur les menthes, ça suppose une indépendance finalement vis-à-vis des firmes qui commercialisent ces acariens ou qui potentiellement pourraient les commercialiser, ces acariens prédateurs. Et ça ouvre aussi des perspectives en termes d'utilisation de ces menthes comme plantes relais ou plantes compagnes. Donc lors de ce projet, nous avons valorisé et essayé de transférer les résultats. Donc 2 publications scientifiques ont été produites. Les résultats ont été présentés dans plusieurs congrès scientifiques et techniques, sachant qu'avec la pandémie, certains congrès ont été annulés et donc les présentations qu'on devait y faire aussi. On a aussi réalisé des articles de vulgarisation et des interviews, notamment pour la revue Fruits et légumes. Et ce que je tiens à souligner, c'est l'implication d'étudiants français et internationaux de niveau Master 1 ou de Master 2 qui ont fortement contribué aussi à la réalisation et à l'atteinte des objectifs de ce projet. Donc le projet Acarosol a une suite et a plusieurs suites par le biais de 2 projets, un projet région Acarobiol et un projet éco-phyto-maturation qui s'appelle Biolictum, dans lesquels nous testons le développement de stratégies de plantes compagnes dans le contexte d'approche agroécologique, c'est-à-dire allier des différentes plantes qui vont abriter des acariens prédateurs et voir comment finalement l'implantation de plantes compagnes à l'intérieur des agrosystèmes joue un rôle important en termes de fournisseurs de prédateurs et donc un rôle en termes de services écosystémiques. L'autre grande piste d'ouverture, c'est que l'espèce que nous avons trouvée est un nouveau prédateur et potentiellement intéressant pour lutter contre les acariens ravageurs de la tomate et peut-être des insectes aussi ravageurs de la tomate et peut-être d'autres insectes et acariens sur d'autres cultures. Donc finalement, ce projet ouvre des perspectives intéressantes en termes de lutte biologique, en termes de modalités de lutte biologique, mais aussi en termes de nouvelles espèces d'ennemis naturels. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette présentation vous aura intéressé et vous aura montré les perspectives et les résultats offerts par ce type le type de travail que nous avons réalisé. Eh bien, merci beaucoup à Marie-Stéphane pour cette vidéo. Et Marie-Stéphane est également parmi nous pour répondre à vos questions. Donc, n'oubliez pas l'outil questions-réponses pour poser vos questions. Alors, j'ai déjà plusieurs questions, Marie-Stéphane. La première, c'est de quoi se nourrit Typhlodomus reiki sur Nantes? Alors, on ne sait pas exactement, mais on sait que comme c'est un prédateur généraliste, et comme pas mal de phytocides, en fait, il se nourrit de beaucoup de proies, acariens, insectes, enfin petits insectes, et aussi de pollen. Donc, il est possible que sur menthe ou sur d'autres plantes, en fait, cet acarien se nourrisse de pollen. Et de toute façon, les premières expérimentations qu'on a réalisées au laboratoire en lui donnant comme nourriture du pollen montrent qu'il a une très très forte fécondité lorsqu'on lui donne du pollen à manger, quoi. Donc, voilà, donc c'est possible qu'il mange du pollen. Très bien, merci. Une deuxième question, là, c'est sur une comparaison d'efficacité. Est-ce que vous avez comparé ou est-ce que vous avez des éléments sur l'efficacité de Reiki par rapport à Amblysseus swirski quand il est mis en place sur des zones touchées par Aculops, enfin, en général et sur ces zones? En fait, ce qu'on sait, c'est que Swirski, ça marche pas trop, quoi. Comme tous les autres prédateurs commercialisés et testés dans le monde contre Aculops lycopersicii, et que par rapport à la biblio, en tout cas, les résultats qu'on a vus avec Reiki sont meilleurs que ceux qui sont obtenus avec les autres acariens prédateurs jusqu'à maintenant, quoi. Mais on n'a pas fait de comparatif les deux ensemble, quoi. D'accord. Encore une question technique. Comment sont déposées les branches de menthe? À quelle distance des feuilles des plantes de tomates? Dessus. En fait, on a le plant de menthe et on dépose les branches de menthe sur le plant.
on rajoute soit du pollen cette année, mais les autres années, pendant le projet Acarosol, c'était des œufs d'Héphaestia pour lui donner de la nourriture alternative. Puis, une semaine plus tard, on met Aculops. Parce qu'en fait, c'est une lutte préventive avec cet acarien prédateur, parce que c'est un généraliste, c'est pas un prédateur de nettoyage, donc du coup, il faut qu'il s'installe. Et donc, l'idée, c'était de s'installer par des lâchers avec les menthes. Et puis, l'idée d'après, c'est qu'il s'installe avec des plants de compagne, quoi. Très bien, merci. Une question sur l'utilisation de Reiki. Est-ce qu'il a été testé en tomates au champ? Non, ça, on n'a pas réalisé d'expérimentation. La seule chose qu'on a faite, comme je l'ai dit, c'est qu'on a réalisé des échantillonnages dans les champs de tomates plein champ et qu'on a retrouvé Reiki. Okay. Voilà. Mais on n'a pas fait des lâchers. Et en plus, l'objectif, là, c'est pas de faire des lâchers en plein champ, mais c'est plutôt de se dire que Reiki, c'est une espèce endémique d'Europe, donc, qu'on peut trouver sur plein de plantes, pas uniquement sur la menthe. Et il est présent notamment dans les bordures non cultivées, sur des arbres, etc. Donc, c'est de se jouer plutôt sur la lutte biologique par conservation. D'accord. Et en termes de diffusion de la méthode, est-ce que l'association menthe-tomate actuellement, elle est courante ou pas du tout? Chez les producteurs, je pense pas, non. Non. Voilà. Non, ce serait quelque chose de nouveau à proposer. Et justement, par rapport à ça, donc tu parlais, les résultats ouvraient des perspectives de différentes stratégies, donc pas uniquement finalement de l'augmentation, des lâchers récurrents ou massifs. Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont déjà intéressés par ces stratégies dans les filières? Là, on a un autre projet, la Biolictum, sur lequel on travaille justement pour rassurer les acteurs, notamment sur les risques non intentionnels, les effets non intentionnels des plantes de compagne aussi. C'est-à-dire que la plante de compagne, pour l'instant, là, elle serait un abri pour les prédateurs. Et l'idée, ce serait qu'elle ne serait pas un réservoir non plus pour des ravageurs. Donc, il y a ce travail-là. On a un comité de pilotage avec des professionnels, notamment du bio, des chambres d'agriculture. Et on a déjà quelques contacts pour des gens qui viennent nous chercher des reikis en fait chez nous sur des plantes de menthe ou de flomis, parce que là on est parti sur une autre plante compagne qui est le flomis. Voilà, donc c'est vrai que nous notre volonté, ce serait qui veut des flomis, des reikis, de la menthe, en fait, nous contacte pour qu'on puisse tester ça à plus grande échelle. Eh bien, merci. Alors, comme tout à l'heure, on a encore des questions, mais plus de temps. Donc, du coup, on vous répondra directement dans l'outil pour ceux à qui on n'a pas répondu. Merci. Et donc là, nous allons clore. Donc, merci beaucoup, Marie-Stéphane, pour la vidéo et les réponses aux questions. Et nous terminons donc la partie sur les 3 projets. Et maintenant, nous allons entrer dans la deuxième section de ce webinaire avec 2 interventions d'intervenants extérieurs. Et la première intervenante est Cécilia Multo, qui est chargée de partenariat, recherche et innovation, biocontrôle à INRAE, qui est directrice du consortium public-privé, recherche, développement, innovation sur le biocontrôle et également directrice adjointe de l'Institut Plante tout Pro, l'Institut Carnot Plante tout Pro. Et donc, Cécilia s'est donné la mission de nous présenter un paysage du biocontrôle en France sur la partie macro-organismes. Donc, Cécilia, nous t'écoutons. Merci beaucoup, Thibaut. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a différentes méthodes de protection des plantes qui s'appuient sur les macro-organismes. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on les a vus au travers des différents projets qui ont été présentés. Donc, l'acclimatation, la conservation et l'augmentation. Alors, sur l'acclimatation, c'est le fait d'introduire et d'installer de manière permanente un ennemi naturel exotique dans un système de culture, comme ça a été présenté tout à l'heure. La conservation, c'est le fait d'aller protéger les ennemis naturels qui sont déjà présents dans le système de culture et de favoriser leur abondance. Et l'augmentation, c'est le fait d'aller introduire de manière répétée des ennemis naturels, indigènes ou exotiques dans un système de culture. Donc au niveau de cette lutte biologique par augmentation, on peut distinguer 2 stratégies. L'inondation qui va consister à introduire de manière massive des ennemis naturels en visant une répression rapide des ravageurs. Et puis l'inoculation qui est plutôt le fait d'aller introduire des ennemis naturels sur plusieurs générations, de les laisser se développer pour viser une régulation progressive des ravageurs. Sauf qu'en pratique, on est vraiment sur un continuum entre les deux. Cécilia, oui. Je suis désolé, je t'interromps. Est-ce que tu peux essayer de repartager ton écran? On ne le voit pas. Mince. Je recommence.
Est-ce que c'est bon là? En plein écran et ce sera parfait. Top. Voilà. Je ne sais pas où vous êtes arrêté. J'en étais là. Le fait qu'en général, on ait un continuum entre ceux qui ont les auxiliaires qui ont été introduits de manière massive et puis ceux qui ont quand même réussi à se développer sur une ou plusieurs générations. Et donc, l'objectif de faire des lâchers réguliers, c'est d'assurer une présence continue des ennemis naturels sur la parcelle. Donc, si on fait un petit peu d'histoire, la lutte biologique, c'est une histoire ancienne. Les premiers éléments qui ont été retrouvés, c'est la vente de nids de fourmis prédatrices en Chine au IIIe siècle pour protéger les vergers. Donc, cette lutte biologique, elle s'est modernisée au début du XXe siècle avec les premières introductions volontaires d'ennemis naturels exotiques, notamment pour lutter contre les cochenilles. Et dans les années 70, on a observé une augmentation du nombre de nouvelles espèces qui étaient introduites ou utilisées pour ces applications-là. Cette diversification, elle s'est produite, elle s'est poursuivie et on a constaté entre 2010 et 2018 un doublement du nombre d'espèces qui étaient utilisées, même si le marché restait majoritairement centré sur une dizaine d'espèces au total. Dans les années 2000, les macro-organismes qui étaient principalement commercialisés, c'était des parasitoïdes, mais on a assisté au développement rapide des prédateurs, notamment avec les acariens et les hémiptères. Donc en termes de cibles, actuellement, 80% du marché est centré sur les cultures à haute valeur ajoutée sous abri ou en plein champ. Donc vous avez ici sur le graphe les cibles majoritaires, donc les trifes, les mouches blanches, les tétraniques, les pucerons et puis d'autres types de ravageurs. Alors, si on passe maintenant à l'échelle française, donc on a la définition française du biocontrôle que vous connaissez tous, qui est un ensemble de méthodes de protection de végétaux basées sur l'utilisation de mécanismes naturels. Et donc, ce biocontrôle, il comporte 4 catégories d'agents ou substances, les micro-organismes, médiateurs chimiques, substances naturelles, et les macro-organismes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la mise sur le marché, la réglementation elle diffère entre les 3 catégories que je viens de vous citer, micro, médiateurs chimiques et substances naturelles, et macro-organismes. Ces 3 premières catégories, elles sont réglementées à l'échelle européenne, alors que les macro-organismes, ils sont réglementés à l'échelle nationale uniquement. Et cette réglementation, elle est centrée, comme le disait tout à l'heure Nicolas, elle est centrée sur l'introduction de macro-organismes exotiques sur le territoire français. Alors, au niveau des acteurs industriels du biocontrôle, vous avez ici la liste des adhérents de l'Association française des industriels du biocontrôle. Donc, il y a 39 adhérents qui représentent 90% des parts du marché du biocontrôle. Donc, si on s'intéresse aux acteurs majeurs sur le segment des macro-organismes, il y en a 3 ici qui sont illustrés, Biobest, Bioline et Coppert. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'échelle internationale, on recensait en 2018 plus de 500 entreprises qui étaient centrées sur la commercialisation de macro-organismes. Par contre, parmi ces 500, il y en a moins d'une dizaine qui dépassent la taille d'une PME. Au niveau du marché cette fois-ci, donc là, vous avez le chiffre du marché français du biocontrôle en 2020, 236 millions d'euros, ce qui représente 12% des parts du marché de la phytoprotection. Et parmi ces 236 millions d'euros, il y en a 10% qui concernent les macro-organismes. Et donc, si on remonte un petit peu dans le temps, entre 2016 et 2020, on peut constater que les parts de marché, enfin le chiffre d'affaires des macro-organismes, il a augmenté de 40% en France sur ces dernières années. Alors, si on s'intéresse aux enjeux liés à l'utilisation des macro-organismes en biocontrôle, là, j'en ai cité 4 sur la diapositive. Alors, le premier, c'est la production à l'échelle industrielle, donc qui nécessite des compétences multiples et interdisciplinaires et des investissements conséquents à la fois en équipement et en moyens humains. Donc, certes, les macro-organismes candidats, il faut les sélectionner sur la base de leur efficacité, mais également sur la base de la capacité à les produire. Et donc, souvent, un des enjeux, c'est le fait de pouvoir les produire sur un hôte alternatif qui serait plus facile à produire à une échelle industrielle ou moins cher. Parfois, l'utilisation de cet hôte alternatif peut avoir un impact sur l'efficacité ou la qualité du macro-organisme. Donc, c'est vraiment une balance à faire entre coût et bénéfice d'utiliser telle ou telle stratégie de production à l'échelle industrielle. Un autre axe clé, c'est la réglementation avec, comme on l'a vu tout à l'heure, une législation qui n'est pas harmonisée à l'échelle européenne et également l'entrée en vigueur de la Convention sur la biodiversité. Donc, avec ce système de partage des avantages liés aux ressources, à l'utilisation d'une ressource, actuellement, 3/4 des nouveaux macro-organismes indigènes qui sont commercialisés, ils sont indigènes du territoire sur lequel ils sont commercialisés. Si on s'intéresse au modèle d'affaires, donc les industriels du biocontrôle spécialisés sur macro-organismes, ils se sont construits sur la base d'un modèle d'affaires classique qui consiste à vendre leur propre production qu'ils ont diversifiée au fur et à mesure des années.
on a assisté à l'émergence de nouvelles catégories d'acteurs, donc ce qu'on appelle ici les fermes à insectes, donc au niveau de coopératives, donc qui sont des acteurs qui vont produire uniquement pour leurs propres besoins, les insectes dont ils ont besoin. On a également assisté à la mise en place à l'étranger principalement de programmes qui vont associer des capitaux publics et privés. C'est notamment le cas sur la technique de l'insecte stérile, avec l'exemple du programme Oxyr au Canada pour lutter contre le Carpocaps en verger. Donc, ce programme il est financé en partie par les taxes payées par les citoyens et également par des taxes payées par les exploitants de vergers agricoles. Alors, on parlait tout à l'heure d'effets non intentionnels, mais effectivement, c'est un enjeu clé lié à l'utilisation des macro-organismes en biocontrôle, le risque notamment d'interférer avec les autres auxiliaires, notamment dans le cas de l'introduction des macro-organismes exotiques, comme le rappelait tout à l'heure Nicolas. Alors, si on parle maintenant d'innovation sur les macro-organismes en biocontrôle, alors là, j'ai choisi d'en illustrer quelques axes, notamment la sélection génétique, donc le fait d'aller cibler des traits variés. Alors, ça peut être des traits très classiques comme la longévité, la durée de vie de l'insecte, mais ça peut être également des traits plus spécifiques comme la capacité de ce macro-organisme à se disperser, ou bien sa résistance à des stress thermiques, par exemple dans le cas de microclimat, ou aussi sa capacité à diaposer pour faciliter son stockage ou sa distribution. Donc là, à titre d'exemple, j'ai mis une illustration sur un centre de ressources biologiques qui est détenu donc, à l'Institut Sophia Agrobiotech. Donc c'est une collection d'œufs de parasitoïdes, et donc qui a permis de mettre en place des programmes ambitieux de sélection de macro-organismes candidats, notamment des programmes européens comme le programme Colvix. On assiste également à l'émergence de nouvelles startups qui se lancent sur cette capacité à aller sélectionner spécifiquement des candidats en fonction de traits adaptés pour une application en biocontrôle. Au niveau de la production aussi, avec l'automatisation et la révolution numérique, on assiste de plus en plus à une évolution des schémas de production. Donc ces acteurs s'appuient aussi sur les technologies qui sont développées par les industriels centrés sur l'utilisation d'insectes en alimentation humaine et animale. Vous avez ici l'exemple de la société Insect. Donc ces industriels-là, ceux spécialisés sur l'insecte for the food et feed, ils se sont développés en même temps que la révolution numérique. Donc, ils ont développé leurs process et leurs lignes de production directement en mobilisant ces technologies du numérique, parce qu'ils en étaient vraiment à développer leurs industries au tout début. Les industriels des macro-organismes, eux, avaient déjà en place toutes leurs lignes et leurs process de production. Donc là, on est plutôt sur une phase de transition pour eux, pour se saisir et mettre en place ces différentes technologies du numérique pour adapter leurs process et les faire évoluer. Alors, si on s'intéresse après la production aux stratégies d'introduction et de déploiement, là aussi, il y a de nombreuses innovations qui arrivent sur le marché ou qui sont déjà sur le marché. Alors, ça va de la décision d'appliquer des macro-organismes jusqu'à l'optimisation de leur survie, en passant par la manière de les appliquer, de les combiner avec d'autres agents ou substances de biocontrôle. Donc là, j'ai mis 3 exemples. Donc ici, un exemple avec Cooper, donc qui a développé une application pour aller, par un système d'imagerie, identifier, reconnaître à la fois les ravageurs et les ennemis naturels. Ici, vous avez un exemple de la société Bioline Agrosciences avec un étui qui permet d'apporter sur le terrain des œufs de trichogramme et donc de les protéger aussi bien des stress thermiques que des rayonnements du soleil. Et également une machine qui a été développée spécialement pour ça, pour cette application, à les répandre de manière automatisée dans les champs, ces étuis d'œufs de trichogramme, donc pour accélérer et diminuer les coûts d'introduire ces agents sur le terrain. Sur la question de la survie, vous avez ici un exemple avec la société Biobest qui commercialise un supplément alimentaire du pollen pour nourrir ces acariens prédateurs et donc les aider à s'installer sur le terrain juste après leur introduction. Un autre axe d'innovation en France, c'est le déploiement de la technique de l'insecte stérile sous l'impulsion du collectif TIS. Donc cette technique, ce n'est pas une technique nouvelle, elle existe à l'étranger. Par contre, elle est nouvelle en France. Et on a également des équipes en France qui s'intéressent à transposer cette technique sur des insectes sur lesquels elle n'est pas du tout développée pour l'instant. C'est notamment le cas avec Drosophila suzuki. Donc pour résumer, les macro-organismes en biocontrôle, on l'a vu, c'est un marché ancien qui est en cours de transformation, notamment sous l'influence de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques, comme on l'a vu tout à l'heure avec la génétique et le numérique, sous l'influence également de l'évolution des modèles d'affaires. On partait d'un produit et maintenant on arrive à un produit et des services qui lui sont associés, services de reconnaissance des autres bioagresseurs, services de distribution, différents services associés à ce produit-là.
On est également dans un changement de paradigme en protection des plantes. On passe d'approches plutôt curatives avec le tout chimique à des approches plus préventives avec la mise en place de stratégies prophylactiques. Et on est également dans une phase de reconception des systèmes de culture et des chaînes de valeur via notamment les approches d'innovation participative. Donc, tout ce que je viens de vous présenter ici, vous pouvez le retrouver dans un livre qui est paru aux éditions Quae en 2018, qui s'appelle « Biocontrôle, éléments pour une protection agroécologique des cultures », et donc qui détaille notamment le segment des macro-organismes, mais bien sûr aussi tous les autres segments du biocontrôle. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Cécilia. On a le temps pour une ou deux questions. Donc, n'hésitez pas, il reste encore un tout petit peu de temps si vous avez des questions. Ah, il y en a une qui vient d'arriver. Avez-vous connaissance des expérimentations faites pour caractériser les effets non intentionnels des macro-organismes exotiques introduits? Alors ça, Nicolas peut peut-être en parler, comme il l'a évoqué tout à l'heure. Il y a effectivement, d'un point de vue réglementaire, sur le cas spécifique des macro-organismes exotiques, toute une liste d'analyses qui doivent être faites en lien avec la faune et la flore de la culture sur laquelle le macro-organisme doit être introduit. Donc voilà, il y a déjà un contexte réglementaire spécifique pour les macro-organismes exotiques qui est prévu. Si, une autre question, c'est dans ton activité, est-ce que tu observes des projets qui vont combiner les compétences des différents acteurs que tu as cités, à savoir les acteurs des filières qui souhaitent avoir leur production locale, les biofabriques dites historiques, enfin, sans aucune connotation péjorative, les entreprises qui font de la production d'insectes pour l'alimentation animale ou humaine? Ça se fait encore assez peu. C'est quelque chose qui tend à se développer, mais qu'on observe encore assez peu au niveau des projets pour l'instant. Ok, merci. Écoutez, comme on a un tout petit peu de retard, je vous propose qu'on passe au topo suivant. Donc, encore un grand merci à Cécilia et n'hésitez pas à la contacter. C'est une excellente tour de contrôle de tout ce qui se passe en termes de biocontrôle en France, Cécilia. Donc, c'est cecilia.multo@inrae.fr. Et donc, on va passer maintenant au topo de Marc Kennis. Donc, Marc qui est chercheur au CABI en Suisse et qui nous fait donc le plaisir de venir nous parler aujourd'hui. Il va nous parler de lutte biologique par acclimatation, Marc. Donc, on fait un petit focus là-dessus. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien, je pense? Bah, écoute, plutôt pas mal. Voilà, je t'ai refait toute la représentation avec tout le template CABI. Félicitations. Voilà. Donc, alors, bon, on a vu avec quelques questions tout à l'heure que les questions donc sur la lutte biologique classique par acclimatation continuaient à se poser. Hein. Il y avait donc sur la sécurité, etc. Donc, en 10 minutes, je vais essayer de répondre à quelques questions qu'on nous pose très souvent sur la lutte biologique classique par acclimatation. Si j'avais un peu plus de temps, je poserai plus de questions, mais j'ai pris les principales. Sinon, j'en ai encore plein d'autres en réserve, hein, si vous voulez. Voilà. Alors, donc la lutte biologique donc classique ou par acclimatation ou par introduction, en fait, c'est la lutte biologique qui implique donc l'introduction d'ennemis naturels de la région d'origine d'un insecte donc exotique d'habitude, donc pour rétablir le contrôle naturel de cet insecte ravageur qui existe dans sa région d'origine. Par exemple, pour la Drosophile suzuki, on va aller voir en Asie quels sont les parasites ou les prédateurs qui vont contrôler naturellement la Drosophile suzuki et on va essayer de les introduire après de nombreux essais, de nombreuses études dans les régions d'introduction. Alors, première question, c'est est-ce que ça marche? C'est une question toute simple, mais il y a encore beaucoup de gens qui me la posent. Bien sûr que ça marche. Et on a énormément de données. Alors jusqu'en 2010, on les a étudiées. Par après, les données sont pour l'instant encore un peu analysées, mais jusqu'en 2010, donc depuis 1889, on a eu plus de 6000 introductions d'insectes, donc d'espèces d'insectes contre près de 700 insectes ravageurs. 37% de ces lâchers se sont établis. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a environ 27% des espèces de ravageurs ciblés qui ont été contrôlées, mais on sait bien qu'il y a beaucoup d'exemples de programmes de lutte biologique qui ont été
n'ont pas été conduits de façon satisfaisante. Et normalement, quand on a un bon programme de lutte biologique bien conduit, on a plutôt autour de 40% de succès. Donc, ça veut dire de contrôle total ou bien très satisfaisant avec forte diminution du contrôle nécessaire classique après ces introductions. Quels sont les avantages de la lutte biologique classique par rapport aux autres luttes biologiques ou autres méthodes de lutte en général? Bon, l'avantage principal, c'est qu'on peut arriver, quand c'est un succès, on arrive à un contrôle permanent du ravageur qui mène à des bénéfices très élevés qui augmentent avec le temps, parce qu'une fois que le prédateur ou le parasitoïde est établi, ça marche tout seul, il n'y a plus besoin d'investissement de la part des autorités ou de la part des producteurs. Normalement, donc le prédateur ou le parasitoïde fait son job. Par exemple, si on prend l'exemple par exemple du succès de la lutte biologique contre la cochenille du manioc en Afrique dans les années 70-80, on a calculé dans les années 90, dans les fins d'années 90, un coût-bénéfice de 1 à 200. Ça veut dire que pour 1 euro investi, on a eu 200 ou 500 euros en retour. Ça, c'était dans les années 90. Maintenant, évidemment, chaque année, ce coût-bénéfice augmente, bien sûr, parce que l'insecte continue à contrôler le ravageur. Ce qui est vraiment presque unique comme méthode de contrôle, à part peut-être le développement de plantes résistantes, par exemple. Alors, peut-il y avoir aussi des bénéfices écologiques? Parce que d'habitude, la motivation, elle est plutôt économique. Hein. On veut résoudre un problème économique, mais est-ce qu'il peut aussi y avoir des bénéfices écologiques? Oui, de plus en plus. En fait, par exemple, il y a de plus en plus de projets qui visent la résolution d'un problème écologique. Un des premiers succès, c'était un succès dans les années 90 d'une cochenille, Insignortesia insignis, qui avait été introduite accidentellement sur l'île de Sainte-Hélène et qui mettait en danger l'arbre endémique de l'île, un gommier, qui existait seulement en 1000 exemplaires. Et après 2-3 ans, il y avait déjà 10-15% des arbres qui étaient morts. On a en vitesse introduit une coccinelle qu'on savait déjà assez spécifique sur la cochenille parce qu'elle avait déjà été utilisée ailleurs. Et en 2-3 ans, l'arbre, donc le gommier endémique, a été totalement sauvé. Depuis lors, il y a eu plusieurs autres projets où la motivation est plus écologique, économique. Par exemple, là maintenant, on a débuté un projet de lutte biologique contre la pyrale du buis, mais en sachant que on a plus intérêt pour l'instant à sauver le buis comme espèce endémique plutôt que dans les jardins où il est très vite remplacé par d'autres espèces. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que la lutte biologique classique est bien plus sûre pour la santé humaine et animale que la lutte chimique. Ça, il faut pas le nier. Mais malheureusement, il y a quand même encore des risques et on en parle souvent, ils sont souvent débattus, surtout depuis les années 80-90. Et surtout sur les risques d'effets non cibles négatifs, principalement sur la biodiversité indigène. Par exemple, si on introduit un parasitoïde ou un prédateur, est-ce qu'il ne va pas attaquer et avoir un effet négatif sur certaines espèces proches de l'insecte cible? On peut éventuellement aussi avoir des effets sur les services des écosystèmes, sur les espèces d'importance économique, mais en règle générale, c'est plutôt la biodiversité indigène qui est questionnée. Alors, bien sûr, dans ces cas-là, directement, on sort les cas malheureux qui sont souvent cités comme exemple dans l'histoire de la lutte biologique. On parle de la mangouste dans les Caraïbes contre les rats et les serpents, le crapaud buffle en Australie et les escargots carnivores, etc. Mais bon, tout ça, bien sûr, ce ne sont pas des insectes, ce ne sont pas la lutte biologique contre des insectes, avec des parasitoïdes, des prédateurs. Dans ces cas-là, il y a peu de cas négatifs, mais il y en a quand même. Il ne faut pas les négliger, il faut en parler. Par exemple, le dernier, peut-être le seul cas important qu'il y a eu de cas négatifs de lutte biologique classique contre des insectes en Europe, c'est le cas d'Harmonia axiridis, la coccinelle asiatique. Et ça, ce n'est pas un problème qui a été créé dans l'histoire où on ne faisait pas attention encore aux effets environnementaux, mais c'est un problème relativement récent qui a été créé dans les années 90 où on a importé, surtout pour des lâchers dans les serres, cette coccinelle asiatique qui s'est échappée
et dont vous savez maintenant probablement qu'elle s'agrège dans les bâtiments, mais surtout qu'elle a un effet négatif sur certaines espèces, au moins une ou deux espèces de coccinelles indigènes, entre autres la coccinelle à 2 points. Donc il faut faire attention, mais maintenant, comme l'a dit Nicolas déjà avant, il y a tous des protocoles et l'évaluation de la spécificité et des risques donc de ces agents de lutte biologique classique, c'est vraiment le point central de toutes les études de lutte biologique classique actuellement, et c'est ce qui nous prend de loin le plus de temps pour vraiment évaluer les risques sur la biodiversité indigène, tout en tenant aussi en compte le fait qu'il faut toujours aussi peser donc le risque par rapport aux bénéfices que ça pourrait avoir, parce que le risque de ne rien faire aussi, parfois dans certains cas, peut aussi aggraver. Par exemple, si on ne fait rien contre la pyrale du buis, si le buis disparaît dans la nature, il va faire disparaître également des dizaines d'espèces qui lui sont totalement inféodées. Alors, la lutte biologique classique peut-elle éradiquer un ravageur ou une espèce non cible? C'est une question qui est très fréquemment posée, et aussi la question suivante, c'est est-ce que, donc une fois qu'il aura éradiqué le ravageur, est-ce qu'il ne va pas se tourner vers d'autres insectes? Alors, en règle générale, non. Hein, un insecte, un parasite, un prédateur ne va jamais normalement éliminer de la carte un ravageur ou encore moins une espèce non cible, parce qu'il va toujours y avoir un équilibre qui va se développer entre les hôtes ou les proies et les agents de lutte biologique. Mais il peut y avoir certaines exceptions sur certains territoires très restreints, par exemple des petites îles. Et le cas qu'on cite tout le temps, c'est le cas de Bessa-remota, une mouche taquinaire parasite qui avait été introduite contre un ravageur des cocotiers aux Fidji, les Voina iridescens, qui apparemment n'a plus été retrouvé plus tard. Alors, beaucoup de gens l'ont recherché. Apparemment, il n'a jamais été retrouvé. Ça, c'est un des rares cas où ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Et en règle générale, même quand les populations du ravageur baissent fortement, les populations de l'ennemi naturel vont baisser fortement aussi. Il ne va pas nécessairement, parce qu'il n'y a plus rien d'autre à manger, se retourner vers d'autres insectes. Ils ont leur propre guilde d'hôtes ou de proies. Autre question, ne peut-on pas attendre que les ennemis naturels indigènes finissent par contrôler l'espèce invasive? Oui, ça arrive, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des fois où, après quelques années ou quelques dizaines d'années, tout d'un coup, on a des ennemis naturels indigènes, parasites ou prédateurs, qui finissent par trouver l'espèce invasive à leur goût. Mais tout dépend donc du type d'insecte et du milieu. Il y a une plus forte probabilité si le ravageur appartient à un groupe d'insectes susceptibles aux ennemis naturels polyphages, par exemple des mineuses de feuilles qui ont souvent les mêmes parasitoïdes. Si vous introduisez, s'il y a une mineuse exotique du genre Philonorictère, par exemple, qui est introduite dans une région, elle va attirer beaucoup d'autres, beaucoup de parasitoïdes de ces mineuses, parce qu'il y a des espèces proches aussi, et aussi s'il y a des espèces taxonomiquement et écologiquement proches. Le problème, c'est que est-ce qu'il y a un dilemme? Est-ce qu'il faut attendre ou est-ce qu'il faut agir de suite? On peut attendre, et dans la plupart des cas, on peut attendre très très longtemps sans que rien d'important ne se passe. Autre question. Un ennemi naturel exotique peut-il arriver par lui-même avec le ravageur ou après? Ça arrive aussi. Je dirais que ça arrive de plus en plus souvent, mais c'est de plus en plus suspicieux. Il y a de plus en plus de parasitoïdes ou prédateurs qui suivent miraculeusement leur hôte ou leur proie quelques années après leur introduction. Et c'est particulièrement de façon très spectaculaire le cas avec les ravageurs de l'eucalyptus. Les eucalyptus, parce qu'il y a beaucoup de trafic de plants d'eucalyptus partout dans le monde, il y a donc tous les ravageurs d'eucalyptus finalement se retrouvent dans toutes les zones de production d'eucalyptus de par le monde, et miraculeusement après il y a très souvent l'agent de lutte biologique qui a marché quelque part qui se retrouve dans le pays. Ça, il ne faut pas être naïf, il faut bien penser que il y a de plus en plus de gens qui savent comment faire la lutte biologique, plus ou moins, et qui préfèrent ne pas attendre les 10-15 ans souvent des études et des permis, etc. Et malheureusement, on a de plus en plus de ces émergences de
parasitoïdes ou prédateurs. C'est pas seulement avec les eucalyptus, hein. On a par exemple avec la Drosophile suzuki, on a eu des émergences soudaines de parasitoïdes asiatiques en Amérique du Nord, en Europe, aussi avec la punaise marbrée, Heliomorpha alice, c'est pareil. Donc, il y a quand même beaucoup de suspicions là-dessus, même si bien sûr, on peut aussi penser que l'augmentation des trafics commerciaux est aussi en cause. Autre question. La lutte biologique contre les ravageurs a-t-elle de l'avenir avec les difficultés qu'il peut y avoir, avec tout ce qui est des études, des permis et tout ça, donc de lâcher, des permis de collecte et tout? Oui, je pense qu'il y a quand même encore de l'avenir, tout simplement parce que le nombre d'insectes et autres invertébrés introduits accidentellement de par le monde ne fait qu'augmenter, malgré les mesurettes qui sont prises par-ci par-là pour essayer de limiter, limiter un petit peu ces introductions. Il y a quand même chaque année, il y a de plus en plus d'introductions de nouveaux ravageurs, y compris en Europe, alors que l'Europe avant était quand même plus épargnée que d'autres continents. Et d'un autre côté, on a de plus en plus d'insecticides donc interdits. Il y a de plus en plus de milieux où l'utilisation des insecticides chimiques est interdite. Donc, contre des nouveaux ravageurs, comme des espèces invasives, souvent, finalement, on se rend compte que la lutte biologique classique est quand même une méthode de choix qu'il faudra pas négliger. Alors, les obstacles majeurs pour l'avenir de la lutte biologique classique. D'abord, les législations sont souvent perçues par les praticiens comme trop contraignantes. Elles peuvent concerner soit l'importation et les lâchers d'agents de lutte biologique classique dans les pays d'importation, mais aussi les principes de l'accès et le partage des avantages. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays où il est devenu extrêmement difficile, sous prétexte de protocoles de Nagoya, etc., qui sont souvent justifiés, je ne les mets pas en cause, mais souvent certains pays utilisent ce genre d'arguments pour interdire plus ou moins l'accès à leur biodiversité, alors qu'eux-mêmes, très souvent, demandent des agents de lutte biologique des autres pays. Donc, ces deux côtés-là, les difficultés d'importation et de lâcher d'agents de lutte biologique et les difficultés de collecte sont problématiques, mais je dirais qu'elles sont en train de s'arranger. J'ai quand même l'impression que ces 10 dernières années, il y a de plus en plus de règlements, mais les règlements font que par exemple, les importations et les lâchers sont de nouveau possibles, alors qu'il y a une dizaine d'années, beaucoup de pays avaient temporairement banni toute importation et lâcher. Maintenant, la plupart des pays se dotent de législations un petit peu strictes, mais qui rendent malgré tout la lutte biologique classique possible. De même que les pays, avec le protocole de Nagoya, malgré tout, il y a plus de réglementation, ont quand même, malgré tout, rendent maintenant les collectes aussi et les exportations possibles. Il y a aussi un problème d'image, parfois la lutte biologique classique parmi certains écologistes et une partie du public. Il y a toujours les questions comme quoi on revient encore avec le crapaud buffle, les mangoustes, etc. Et puis il faut dire aussi que malgré tout, une partie de la responsabilité de ces problèmes viennent de certains praticiens de la lutte biologique qui sont parfois irresponsables. Alors bien sûr, il y a le cas d'Harmonia axyridis, mais il y a encore des cas actuellement où on sait qu'il y a des introductions, comme je vous ai dit, puis même parfois de personnes plus ou moins officielles qui vont pousser pour des introductions sans des évaluations préliminaires. Et ça, je pense que ce n'est pas une bonne chose parce que ça ne donne pas une bonne image de la lutte biologique. Par exemple, le cas d'Harmonia axyridis a donné un coup extrêmement difficile à digérer à la lutte biologique il y a quelques années en Europe. Voilà, et avec ça, je vous remercie pour votre attention et si vous avez une ou deux questions. Eh bien, merci beaucoup Marc. Je te laisse départager ton écran et je propose que tous les orateurs mettent leur vidéo à leur affichage vidéo. Voilà. C'est ce que je vous propose en fait, Marc. Enfin, j'ai des questions pour toi, hein, mais il nous reste à peu près 5 petites minutes pour des questions. Je vais vous proposer un petit défi là, pour la fin de ce webinaire. Nicolas, il ne veut pas de défi, si ça y est. Donc, on a parlé de macro-organismes, on a vu des stratégies d'augmentation, des stratégies d'acclimatation.
On a vu des contraintes, des barrières. Et donc, si vous aviez en 1 minute, puisqu'il nous reste 5 minutes, vous êtes 5, si en 1 minute, vous aviez à résumer, vous présenter une priorité de recherche ou d'innovation, de développement, de réglementation, ce que vous voulez, quelle serait cette priorité? Allez, Marie-Stéphane. Bon, c'est vrai qu'on a parlé pas mal de lutte biologique, mais par inoculation, et augmentation, acclimatation et peu par conservation. Et je pense qu'une des priorités pour moi pour l'avenir, c'est de faire correspondre lutte biologique et transition agroécologique en reliant plus les aspects agronomiques et gestion des parcelles au vivant qui est dans ces parcelles, c'est-à-dire à la biodiversité, aux interactions. Voilà. Merci. Et ça fait une superbe transition puisque c'est le sujet d'un autre webinaire. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais très bonne transition. Quelqu'un d'autre qui veut se lancer? Allez, Marc. Je suis entièrement d'accord avec Marie-Stéphane. Je pense que la lutte biologique par conservation est toujours un petit peu le parent pauvre. C'est parce que les résultats sont moins spectaculaires, bien sûr, sont moins directement spectaculaires. Et que voilà, ça demande aussi beaucoup d'études très spécifiques, très localisées, etc. Mais bon, c'est important dans la transition agroécologique, comme il dit. Sinon, pour la lutte biologique donc par acclimatation, je pense que vraiment, il faudrait quand même une législation plus européenne, parce qu'on est encore dans le cas où il y a donc des différences énormes entre les différents pays. Maintenant encore, on a des problèmes avec des pays qui ont lâché, des pays voisins qui ne sont pas contents, ce qui donne encore une mauvaise image de la lutte biologique. Et je pense qu'une législation européenne, même si elle est un petit peu contraignante, dans ce cas-ci, je pense qu'elle serait vraiment bienvenue. De même qu'un protocole de Nagoya qui est appliqué de la même façon un petit peu partout, avec des contraintes, mais avec la possibilité de rechercher des ennemis naturels partout dans le monde, plus ou moins de la même façon, et des échanges plus ou moins égaux entre les pays. Je pense que ça, c'est important. Merci, Marc. Encore 1 minute, est-ce que l'un d'entre vous souhaite, ou l'une d'entre vous souhaite présenter une priorité? Moi, je rejoins Marie-Stéphane et Marc. Pour l'aspect lutte biologique par acclimatation, Marc, tu parlais beaucoup de lutte biologique classique, et des fois j'ai l'impression que ce terme classique, ça renvoie à une ancienne pratique un peu dépassée, et que du coup c'est parfois assez difficile d'obtenir des financements pour mettre en place ce genre de projet. Et qu'ensuite, en tout cas, une fois qu'on a passé la phase d'introduction de l'auxiliaire et des premiers suivis qui montrent, bon, ben voilà, ça s'établit, etc. Après, c'est d'autant plus difficile de continuer les suivis post-introduction qui montrent, voilà, qu'il y a une vraie diminution à long terme des populations du ravageur, alors que justement, je pense que dans ce cadre-là, les problématiques sont communes entre la lutte biologique par acclimatation et la lutte biologique par conservation. Une fois que l'auxiliaire introduit, il est établi durablement, en fait, ça devrait tomber dans de la lutte biologique par acclimatation, par conservation, et on devrait étudier, voilà, toutes ces interactions des communautés dans les agrosystèmes, quoi. Et ce lien, notamment là, moi, je trouve qu'il manque beaucoup dans les projets actuels. Tout à fait d'accord avec toi, Nicolas. Et du coup, ça remet en avant aussi la question de la valorisation des services écosystémiques et la reconception des chaînes de valeur pour répartir différemment les risques aussi en fonction de celui qui va se lancer dans cette transition agroécologique, et donc quelle valeur on peut donner à l'ensemble des stratégies de lutte biologique qu'on a détaillées au travers des différents projets. Merci. Une dernière petite réponse, si vous le souhaitez. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous 5 pour la qualité de vos vidéos exposées ou encore réponses aux questions. Un grand merci aux 73 participants qui ont suivi ce webinaire et qui ont posé de nombreuses questions. Et il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, une très bonne continuation. Et je laisse Mariam qui va présenter une petite conclusion et la suite de ce colloque.
Merci beaucoup Thibaut. Merci Damien pour le partage d'écran. Est-ce que tu pourrais mettre la diapo juste avant, s'il te plaît? Alors, merci à toi Thibaut du coup d'avoir animé cette session. Merci aussi aux porteurs de projets et aux invités pour vos présentations et pour les échanges. Donc pour rappel, vous allez trouver le programme du colloque sur le site web en fait du colloque. Vous trouverez aussi les vidéos des webinaires sur la chaîne YouTube qui est dédiée. Et enfin, vous trouverez les brochures des webinaires sur la page Ecophytopic dédiée. Donc, je viens de mettre dans la discussion les liens. Donc, prochaine diapo. On vous donne rendez-vous donc, le jeudi prochain pour la session numéro 6 de webinaire, donc, qui sera aussi de 13h30 à 15h, et donc qui est intitulée « La résistance en protection des cultures ». On aura 2 projets qui seront présentés, donc le projet d'Asrivi et le projet MDRISC. Et on aura deux interventions, donc de 2 invités qui travaillent à l'INRAE, donc Marie-France Corio-Costé et Mourad Anachi. Donc, encore merci à tous d'avoir participé et à la semaine prochaine.